très bien. Alors, non, c'est pas grave. Donc, une société qui est infertile, et cette infertilité pousse la médecine à la toute-puissance, à aller très très loin, et en même temps met les personnes dans une revendication de transgression. Et c'est aussi ça une réalité. Voilà, pourquoi est-ce que tant de nos contemporains revendiquent un certain nombre de transgressions sur la vie? Parce qu'il y a un vrai problème. Une société hyper sexualisée, où on chosifie les personnes, on les exploite, et où la sexualité récréative, comme disent certains, est vue comme un devoir. Celui qui n'exprime pas sa sexualité est sans doute un frustré, pensent beaucoup. Là aussi, cette omniprésence de la sexualité dans le monde d'aujourd'hui a beaucoup de conséquences qui vont rejoindre la bioéthique, le mariage entre personnes de même sexe, etc. Enfin, et la dissociation aussi entre sexualité et procréation, évidemment, ça va aggraver cette situation. Il y a la perte des repères masculins-féminins qui est une évidence avec la disparition des pères, l'avancée d'une culture qu'on peut qualifier soit de culture homosexuelle, soit de gender, où on pourrait trouver d'autres termes, ou de culture queer. En tout cas, donc il y a une évolution culturelle extrêmement profonde qui est déjà très avancée au fond. Et on a du mal, je pense, à appréhender à quel point notre monde a changé depuis 20 ans sur ces questions-là. Mais le changement est profond. Hein. Regardez les images publicitaires et regardez tous les mannequins androgynes qu'on nous montre. On sait plus si c'est des hommes ou des femmes. Et ça, on voit bien à quel point quand même. Et si le publicitaire utilise cette image, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle fait vendre, c'est parce qu'elle est en cohérence avec le goût de la société d'aujourd'hui. Voilà, puis on est dans une société qui est très marquée par la lutte des classes, par le marxisme. Et aujourd'hui, elle s'exprime de différentes façons, mais par exemple la lutte contre un pouvoir médical, donc les médecins qui soi-disant auraient le pouvoir, ce qui est absurde, contre des patients qui soi-disant seraient opprimés, et donc au lieu d'avoir une relation de confiance, on crée la défiance. Cette défiance, elle conduit à mettre un magistrat, ou elle conduit à faire l'euthanasie, parce qu'on n'est pas en confiance au fond, et donc on se défend, on se protège par rapport à la médecine. Donc c'est la même logique que celle de la lutte des classes. Vous avez aussi une autre expression de ça, dans la théorie du gender, où au fond, c'est une façon pour les féminismes initialement de se battre contre l'oppression de la femme, etc., et contre une société normée, hétérosexuelle, qui faisait peser des contraintes. Et donc là aussi, on est dans une forme d'affrontement binaire qui simplifie les choses, mais qui est évidemment une injustice profonde, parce que heureusement, le monde ne marche pas comme ça. On est dans une société immature, où la dictature de l'émotion va tout décider souvent. Et puis enfin, une société de la tolérance. Relisez les excellents papiers de Monseigneur Laffitte sur cette société de la tolérance qui devient inévitablement intolérante, puisque si nous affirmons que certaines valeurs sont vraies, absolument vraies, nous nous mettons en désaccord avec cette société de la tolérance qui, elle, prétend que toutes les opinions sont égales, qu'il n'y en a pas qui soient vraiment meilleures que d'autres. Et donc l'affirmation qu'il existe des valeurs fondamentales sur lesquelles on ne transige pas est vécue comme une agression extrêmement grave par cette société de la tolérance qui aimerait que finalement toutes les opinions soient tolérées et qu'on fasse un bon compromis. Alors maintenant, jetons un regard sur l'histoire de la bioéthique dans le sens le plus étroit. Tout commence par la contraception, évidemment, qui dissocie sexualité et procréation. Il y a là une rupture fondamentale, c'est ce qu'avait écrit Paul VI à l'époque. Ça ne lui a pas attiré que des copains. En tout cas, il y a là une évidence. Cette rupture entre sexualité et procréation est sans doute un des points de rupture les plus essentiels que nous ayons vécu depuis un siècle. Puis l'avortement, réponse univoque à la détresse, avortement de confort ou avortement eugéniste. La loi date de 1975 en France, en Belgique je ne sais pas, mais ça doit... Ah oui, nettement plus tard. Hein, ouais. Et après, dans les années 80, les médecins qui appliquent à l'homme les techniques vétérinaires et qui vont leur permettre de lutter contre la stérilité, donc de prendre en compte cette souffrance de l'infertilité qui se développe et qui ne cesse de grandir depuis, et qui vont là aussi le faire par esprit de recherche et puis par tentation de toute puissance, parce que c'est extraordinaire, quoi. Enfin, on imagine, on se met à la place de ces chercheurs, il y a quelque chose d'absolument fascinant d'être capable d'outrepasser les limites de la nature pour que la vie puisse éclore. En 1994, on a une loi bioéthique qui va entériner la dissociation entre sexualité et procréation. Et à l'époque, notre protestation échoue à se faire entendre
Pourquoi ? Parce qu'elle est plombée par l'acceptation déjà installée de l'avortement et de la contraception. Et qu'au fond, tout l'argumentaire qui va consister à dire « mais attention, là on joue avec la vie, on dissocie la sexualité et la procréation », les gens disent « oui, ils sont sympas, mais enfin, tout ça c'est déjà fait depuis longtemps, c'est pas la question ». Et ils tendent le micro. Alors voulez-vous remettre en cause la contraception ? Et alors tout le monde est effrayé de « non, 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 surtout pas », tellement on sait que l'acceptation est unanime. Et donc l'opposition, évidemment, est en difficulté. Et nos droits aussi, notre exigence de faire reconnaître le droit de l'enfant à connaître ses parents, à être élevé par son père et sa mère, là aussi sont récusés. Depuis, on est dans une fuite en avant sur l'embryon qui maintenant est objet de recherche, fuite en avant technique. Et puis là, vous nous avez montré le chemin, mais ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les couples de même sexe, pour les femmes, puis pour les hommes, avec inévitablement l'autorisation de la grossesse pour autrui, donc des mères porteuses d'ici quelques mois ou années en France. Et au fond, le droit à l'enfant devient une évidence. Alors que pendant des années, là aussi, nous avions alerté en disant on va vers un droit à l'enfant. Non, non, mais vous déraillez complètement ou fantasmez, etc. Et la réalité est quand même bien celle-là. Droit à l'enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux, et conforme à mes désirs. Et même, vous avez vu sur Internet récemment, ce site Facebook aux États-Unis où on échange l'enfant adopté lorsqu'il ne nous plaît pas. Donc même retour au producteur éventuellement, vous voyez, retour au fournisseur s'il n'est pas conforme. Et donc les enfants ont été rendus jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc c'est hallucinant. Mais donc des couples qui avaient adopté ont rendu l'enfant parce qu'il ne convenait pas à leurs souhaits. Donc on voit bien cette évolution du regard qu'on pose sur l'enfant qui devient au fond un objet de consommation. Tout ça est basé sur deux grandes illusions. La première grande illusion, c'est qu'on pourrait éradiquer la souffrance. C'est une grande illusion, et en même temps, ou la frustration. Et associé à ça, l'idée que souffrance et bonheur seraient incompatibles, ce qui évidemment est une grande erreur. Vous avez tous croisé des personnes qui souffrent et qui pourtant sont heureuses, et le contraire est aussi bien possible. Et la deuxième illusion, c'est la toute-puissance, toute-puissance médicale, toute-puissance de la technique. Les militants de l'euthanasie aujourd'hui en France, mais c'est pareil chez vous, affirment se battre pour la dignité. Et en réalité, ils se battent pour la liberté. Liberté mal comprise, qui est la toute-puissance en fait. Pour la liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. C'est ça la revendication ultime. C'est ma liberté qui prime au-dessus de toute forme d'éthique. Et nous battons pour la dignité, bizarrement. Parce que nous affirmons qu'il y a une valeur qui est au-dessus de ma liberté, de mon choix, de mon désir. C'est la dignité de la personne humaine. C'est une valeur qui est plus précieuse, plus importante et qui mérite d'être protégée avant tout. Donc on est dans une fuite en avant sur toutes les questions de la bioéthique, normalisation de l'avortement médicamenteux, l'eugénisme toujours plus précoce, moins invasif. Bientôt une prise de sang chez la mère va simplifier beaucoup les choses. La dissociation entre sexualité et procréation est toujours plus radicale. Les mères porteuses en Inde, là, un article dans le journal Le Monde d'avant-hier où il nous montre l'industrialisation du processus. C'est-à-dire que commencent à se monter des grosses structures où il y a des centaines de femmes qui porteront des enfants, etc. Donc ça s'organise, c'est une espèce de grosse clinique. Il y a des gens qui prévoient déjà de faire un juteux business sur le désir des femmes occidentales riches de ne pas subir une grossesse, comme voilà. Et fuite en avant aussi, parce que la mission de la médecine, la mission fondamentale du soignant, qui est de prendre soin de la vie et de la santé, devient d'être au service des désirs. Et cette bascule-là, ça n'est pas rien. Parce que si le soignant n'est plus au service de la santé et de la vie, mais qu'il est au service des désirs des personnes, eh bien, c'est plus le même métier que font les soignants, c'est plus la même relation que nous avons à la médecine, et ça, c'est un vrai retournement de regard qui nous amène très très loin. Alors aujourd'hui, la parole se libérerait peut-être sur la bioéthique. Jusqu'à présent, il n'était pas possible de critiquer l'assistance médicale à la procréation, par exemple. C'était impossible. Pourquoi ? Parce qu'on dit de nombreux enfants en sont nés, et ces enfants ont fait le bonheur de nombreuses familles. Et donc, quand on émettait une parole souvent prudente et un peu effrayée en disant « mais je pense quand même qu'il y a des questions éthiques sous-jacentes, qu'il mériterait qu'elles soient posées », on vous renvoyait dans vos buts en disant « oui, mais enfin, par rapport au bonheur des enfants qui sont nés, des familles, tout ça ne pèse rien ». Aujourd'hui, avec les nouvelles déclinaisons que nous observons, couples de même sexe, mères porteuses, etc.,
il devient à nouveau possible d'interroger ces pratiques. Et on a vu en France ces dernières semaines, avec beaucoup d'intérêt, énormément de prises de parole, d'articles dans les journaux, etc., de personnes qui, au fond, disent, bah oui, la question de la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe, c'est une question qui nous heurte profondément. Et d'ailleurs, ça pose vraiment la question de l'instrumentalisation de la vie, etc. Et revenons jusqu'au fond de la question. Et donc on voit que là, il y a comme un étrange retournement de situation où la parole semble se libérer. Autre élément d'analyse, sur toutes ces questions, début de vie, avortement, bioéthique, fin de vie, on nous met des barrières pour nous sécuriser. Ah, on va vous faire une euthanasie, mais alors ça va être vraiment sympa, parce que ça va être bien protégé, il y aura des tas de règles, des commissions de recours, des machins, des contrôles, ça sera réservé qu'en cas de souffrance épouvantable, avec le consentement, la demande répétée de la personne et tout. L'avortement, on vous fait le même discours, les procréations médicalement assistées aussi. Et puis en fait, on voit apparaître, aujourd'hui, l'assistance médicale à la procréation qui n'est plus thérapeutique, mais qui vient répondre à un désir. L'avortement et l'euthanasie qui se rejoignent par l'infanticide. L'eugénisme qui, autre part, initialement était justifié uniquement par la maladie. On a accepté de supprimer le fœtus porteur d'une grave anomalie. Mais de plus en plus, on va accepter de supprimer l'embryon, le fœtus, l'enfant, parce qu'il ne convient pas pour un certain nombre de raisons. Là aussi, des articles tout récents sur ce qui vient d'être breveté aux États-Unis, qui va permettre de sélectionner par don de sperme ou don de gamètes des enfants en fonction des critères de couleur des yeux, couleur des cheveux, niveau intellectuel et ainsi de suite. Quand on voit les choses qui se mettent en place, et donc on voit bien que ces barrières qui étaient initialement là pour nous protéger, on nous dit non mais rassurez-vous, ça sera que thérapeutique, que pour les situations d'extrême souffrance, de graves maladies, etc. Tout ça vole en éclats. L'euthanasie, une des clés, c'était le consentement. Il faut absolument le consentement. On va euthanasier personne sans son consentement. Alors en Belgique, on débat, me dit-on, d'euthanasie des personnes démentes. C'est quand même un peu fort de café. Un peu fort de café par rapport à la revendication initiale qui était de dire mais le consentement sera vraiment l'ultime sécurité, quoi. Bien sûr, il y aura toujours un consentement répété, on vérifiera. On débat de l'euthanasie chez des enfants, chez des mineurs. Pourquoi sont-ils mineurs ? C'est quoi la justification que les gens soient mineurs et d'autres majeurs ? C'est bien que nous pensons que leur capacité de réflexion et d'analyse n'est pas complète et que donc leur consentement a quelque chose d'amputé qui mérite d'être complété par la vie des parents. Donc là aussi, grand paradoxe. Voilà. Donc les barrières tombent, c'est un vrai révélateur de quelque chose et c'est en même temps une véritable opportunité pour nous pour réouvrir le débat. Par ailleurs, les enjeux convergent. Autrefois, il y avait avortement dans un coin, bioéthique dans l'autre, euthanasie dans un autre. Aujourd'hui, en France, l'homme qui porte le débat sur l'euthanasie s'appelle Jean-Luc Romero. Il est homosexuel militant. Il s'est marié récemment avec son compagnon qui a 20 ans de moins que lui. Et il est en même temps militant de l'accès à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, des mères porteuses pour les hommes, etc. On voit bien qu'à la fois les barrières tombent et nous ramènent à l'essentiel des questions, et à la fois les sujets convergent. Je pense que c'est un véritable enjeu pour nous tous. Sommes-nous capables d'aborder là aussi ces sujets d'une façon unifiée comme ils le font? En tout cas, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Le relativisme a donc gagné la partie, ça fait aucun doute. Justement, les conséquences deviennent plus claires. De plus en plus de personnes vont être blessées, vont être broyées par ces atteintes à la vie, par ces atteintes à la dignité humaine. Jusqu'à présent, on était souvent contraint à des débats au milieu du gué. Donc, ça veut dire, voilà, alors on propose de modifier un peu les règles d'assistance médicale à la procréation. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre la congélation des ovocytes et tout. Donc, on essayait de se débattre au milieu. Bon, à partir du moment où toutes les barrières sont tombées, le seul débat qui reste, c'est la question de fond. Et ça aussi, je crois que c'est une vraie chance qu'il faut qu'on saisisse. La question qui reste, c'est celle de la dignité de la personne humaine. Autrement formulée, c'est la place des plus fragiles, la place que nous voulons réserver aux plus fragiles dans notre société. En même temps, les barrières tombent, fini de rire, et la culture de mort révèle aussi son totalitarisme, remise en cause de l'objection de conscience, de plus en plus fréquente, là, dans tous les pays d'Europe, mais même au niveau mondial, on voit très régulièrement ces attaques contre le droit, parfois protégé, parfois non, des soignants à l'objection de conscience.
En France, les opposants au mariage et à l'adoption entre personnes de même sexe ont subi vraiment des discriminations, des violences incroyables. Il faut voir quand même ce qui se passe. Vous allez brûler des bagnoles en centre-ville à Paris, vous n'êtes même pas interpellé, vous manifestez avec un t-shirt de Manif pour tous, on vous couche par terre, on vous met des menottes dans le dos, on vous met en garde à vue, on vous garde 48 heures. Enfin, c'est incroyable. Là aussi, je crois que c'est intéressant parce que ça révèle que les personnes qui défendent ce totalitarisme, me semble-t-il, ont peur dorénavant. Elles voient bien que les choses sont en train de bouger. Voilà. Donc il y a certainement une période de persécution qui a clairement commencé en France, ça a été constaté ici hier avec l'archevêque qui a été quelque peu entarté. Tout ça n'est pas forcément très grave, ça pourrait peut-être le devenir plus. En tout cas, ça en dit long sur la situation. Je vous cite juste cette phrase de M. Vincent Payon. Il est ministre français de l'Éducation nationale. Cette phrase est extraite d'un livre qui s'appelle « Une religion pour la République ». Écoutez bien. Donc l'école, parce qu'il faut commencer à l'école bien sûr, pour nous convaincre que, etc., tout ça c'est bien, l'euthanasie, machin, mère porteuse et ainsi de suite, le gender, changer de sexe, tout ça c'est formidable. Et donc c'est dès tout petit qu'il faut faire apprendre aux enfants pour leur permettre de rentrer dans ce moule. Et donc l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant, dépouiller de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie et ses nouvelles tables de la loi. Au moins les choses sont claires. Au moins les choses sont claires. Et face à nos préoccupations, ceux qui défendent ces évolutions sociétales ne s'y trompent pas. Eux, ils sont bien sur un combat spirituel. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. La question de demain en bioéthique, c'est quoi ? C'est l'homme nouveau. Le terme à la mode, si vous voulez faire une recherche sur Google, c'est transhumanisme. Nous sommes déjà très augmentés avec nos lunettes, nos appareils machin, notre smartphone qui remplace notre mémoire, bientôt nos Google Glasses qui nous montrera le chemin dans la rue, etc. Donc on est déjà très prothésés. Mais l'homme a le fantasme de devenir supérieur à la nature humaine par la sélection prénatale, par l'amélioration du patrimoine génétique grâce aux dons de gamètes. L'actualité toute récente nous le confirme. C'est le grand retour d'un eugénisme certes démocratique. La société semble l'accepter, mais enfin d'un eugénisme quand même. Et puis les progrès de la médecine qui trouveront la réponse aux maladies du vieillissement par les cellules souches et ainsi de suite. L'homme de demain, il sera libéré de l'esclavage de la maternité par les mères porteuses, l'utérus artificiel, etc. Donc la grave discrimination que subissent les femmes à porter une grossesse sera bientôt abolie, disent ceux qui défendent cette vision. L'homme sera bientôt libéré de son sexe biologique, du carcan de l'altérité, de la différence des sexes grâce au gender, où on pourra choisir, au fond c'est ce qu'il revendique, c'est qu'on puisse choisir son genre. Donc on sera libéré de cette oppression sociétale qui pèse sur nous et qui nous enferme dans un rôle d'homme ou de femme. L'homme sera libéré de l'oppression dominatrice de la société patriarcale, hétérosexuelle, judéo-chrétienne, libéré de la souffrance par l'euthanasie, tout puissant, maître de la vie et de la mort. C'est formidable, quoi. Voilà. Donc la bioéthique de demain, c'est ça. C'est la réunification des questions pour faire un homme nouveau qui transcende au fond les limites de la nature humaine. Et face à ce fantasme d'homme tout-puissant, d'homme renouvelé, il faut qu'on trouve, nous, les paroles pour répéter à temps et à contre-temps combien on ne croit pas à ce fantasme, qu'on pense qu'il est dangereux, qu'il est totalitaire, qu'il est violent, et puis que la société, nous, on l'aimera d'autant mieux que les plus fragiles y auront leur place. Alors, je suis plein d'espérance, parce que face à l'idéologie à laquelle on est confronté, des paroles de vérité sur la bioéthique, sur la vie, sont libératrices des personnes, au fond. Et quand on peut les donner, quand on peut les délivrer, qu'on soit soignant chacun dans nos situations, ou qu'on soit en situation de parler dans les médias, ou d'enseigner, ou que sais-je, on libère vraiment. Deuxième raison d'espérer, on a des clés de lecture et des réponses. Notre culture, l'enseignement de l'Église catholique en particulier, est un trésor dans lequel on peut puiser vraiment des réponses ajustées, et tellement mûries, tellement profondes. La culture de la fragilité et de la solidarité que nous souhaitons défendre est plus que jamais pertinente. Et plus on va vers un monde qui est dur, parce que
Vous voyez bien, cette bioéthique, elle nous mène à un surhomme. Un surhomme, c'est quand même pas tellement rassurant, quoi. Vous voyez, qui est pas souffrant, qui est pas malade, qui est pas déficient, qui a tous les gènes qui vont bien et tout, qui a pas le droit de. Voilà. C'est quand même vraiment inquiétant. Donc, une culture qui remet la fragilité au cœur est une culture qui peut vraiment séduire, qui est très pertinente aujourd'hui. Parce que aussi, les paroles et les gestes des chrétiens, ils sont récusés par avance et en même temps attendus. C'est ça qui est bizarre. Et moi, j'ai repensé à l'archevêque qui a été entarté hier, et j'avais été très marqué par la première fois la vidéo que j'ai vue sur YouTube où il est agressé, les fémènes sont autour de lui, et il se recueille dans la prière. Et au fond, je me dis, certains se sont peut-être réjouis d'avoir pu l'enquiquiner, et moi je me dis, qu'est-ce que ce témoignage est puissant. Que ce témoignage est puissant de cet homme qui ne répond pas par la colère, mais qui répond par l'intériorité, et qui dit finalement avec une telle puissance son désaccord. Je trouve ça vraiment époustouflant. Autre raison d'espérer, nous vivons une époque de révolution dans la communication. Alors, les médias traditionnels perdent de leurs lecteurs. Les journaux, c'est une catastrophe. Le Monde, c'est la Libération, je vous dis pas. Vous me direz, on perd rien, on est d'accord. Mais... Et ils perdent aussi de leur crédibilité. Quand vous interrogez les gens, vous leur dites ce que vous croyez, ce qu'on a dit à la télé et au journal de 20h, 80% disent non, j'y crois pas, je sais que c'est pas tellement solide. Et donc cette révolution dans la communication qui passe par Internet et qui passe par les médias sociaux, et je pense aujourd'hui le média le plus intéressant pour ça, c'est Twitter. Saisissez-vous de cette chance. Voilà. C'est vraiment un moyen de faire tomber des barrières qui nous étaient mises. C'est extraordinaire. Là, si on vit une période, quand même, c'est épatant, quoi. Ils pensaient qu'on allait la fermer parce qu'ils avaient tous des trucs, et paf, on est libre. Donc, franchement, c'est bien. La crise économique qu'on nous présente sans cesse est peut-être aussi une opportunité, parce que quand il faut décider, il faut de l'éthique. Et qu'on ne peut pas prendre des décisions qui sont lourdes, qui sont douloureuses pour les gens si on n'a pas derrière une éthique, et donc ça oblige à y réfléchir. Enfin, l'aboutissement, j'ai mis un point d'interrogation de la culture de mort, c'est qu'on va tellement loin quand même. Là, ils peuvent encore inventer quelques trucs, mais ils ont presque tout obtenu, tout ce qu'ils voulaient, quoi. Il va manquer un peu la majorité sexuelle à 12 ans, des trucs comme ça, pour favoriser la pédophilie. Il va peut-être manquer les mariages à 3 ou 4, des trucs comme ça. Mais enfin, sinon, pratiquement tout est fait, quoi. Toutes les barrières sont tombées. Hein. Donc, cet aboutissement, au fond, voilà, nous remet devant le cœur des questions. Et là aussi, c'est une vraie chance. Parce que tant qu'on était au milieu du gué à discuter, on n'y arrivait pas. Que maintenant qu'on va être au cœur, là, c'est bon, ça. Et enfin, la dernière raison d'espérer, c'est le renouveau de l'engagement politique. En France, c'est incroyable, quoi. Le nombre de jeunes qui décident de prendre en main leur destin, en disant maintenant, moi ça va bien, mais les vieux abrutis là, qui nous font la presse, le machin, la politique et tout depuis des décennies, on a par-dessus la tête, et qui se mettent au boulot, qui se forment, qui s'engagent, qui militent et tout, c'est incroyable. Incroyable. Il y a vraiment là une efflorescence. C'est une génération formée par Jean-Paul II, mais surtout Benoît XVI. Hein, Jean-Paul II, ils l'ont à peine connu, c'est Benoît XVI. C'est le scoutisme aussi qui porte des fruits, vraiment. De façon très étonnante quand même. Enfin, moi, ça ne me surprend pas tant que ça, mais enfin, quand même, voilà. Il y a là une génération qui surgit qui était imprévisible. C'était imprévisible. Et donc, nous vivons là une émergence de talents. Ils existaient avant les talents, mais ils ne s'engageaient pas, ils étaient un peu, etc., qui là aussi est enthousiasmante. Voilà, donc, fonçons. Un grand merci, Xavier. Alors, ce panorama que tu as brossé est vraiment très, très large. Si je veux reprendre certains points et plus les actualiser sur la Belgique, je crois que par rapport à ce que vous avez entendu, lorsqu'on parle de bioéthique, on voit déjà les différents acteurs qui sont en place. On a parlé donc des médecins, de tous ces scientifiques, la recherche médicale. C'est un premier groupe d'acteurs, je crois, les scientifiques. Il y a d'abord ceux-là. Il y a aussi peut-être le pouvoir économique. En Belgique, actuellement, dans la presse, on commence à voir des articles qui chiffrent les maladies démentes. Autant de milliards en Europe ont été consacrés cette année à soigner les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Ça rejoint le vieillissement de la population. Ça me semble tout à fait nouveau qu'on commence à sortir des coûts par maladie.
Et comme par hasard, en Belgique, alors qu'on parle de l'euthanasie des personnes atteintes de démence, eh bien, nous arrivons à un chiffre qui paraît dans le journal du médecin. Un patient dément coûte autant de milliards en Europe. Ça, c'est le facteur économique, alors que je me disais, ça ne se peut pas qu'on puisse justifier un acte d'euthanasie par un souci bassement financier. Eh bien, ça commence à venir. C'est très triste, mais on le considère. Donc, de un, la médecine, les chercheurs, tout ce qui est le scientifique. De deux, l'économique, qui est très présent. On ne pensera pas au lobby des sociétés pharmaceutiques. Il faut savoir que c'est la recherche aiguillée vers certaines maladies est énorme par rapport à d'autres maladies. Donc, tout ça, le facteur économique. Il y a tout ce qui est le politique et la loi. On sent très bien que les personnes pour lesquelles nous avons voté, on ne savait pas trop bien ce qu'elles pensaient en matière de bioéthique lorsque nous avons voté pour elles. Donc, question, lorsque dans 5 mois ou plus en Belgique, nous voterons pour quelqu'un, est-ce que nous pourrons l'interpeller sur son engagement en matière de bioéthique? C'est aussi essentiel d'interpeller une personne en matière d'éthique de la vie que ce ne l'est au point de vue économique. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de travail. Ça, c'est essentiel. Donc ça, c'est peut-être un enjeu à voir et plus éclaircir cette présence dans le monde politique. Entre parenthèses, en Belgique, Benoît Beuzeling, le docteur Benoît Beuzeling, qui est ici avec le professeur Michel Gins, ont lancé le site euthanasiestop.be. C'est un forum pour les citoyens pour s'exprimer à propos de l'extension de la loi dépénalisant l'euthanasie. Il va sans dire que vos articles sont les bienvenus parce que nous avons besoin de vos articles pour les publier. Les journalistes regardent cette initiative citoyenne d'un drôle d'air. C'est la première fois que ça arrive en Belgique. Là aussi, c'est un signe d'espérance. Donc, notez euthanasiestop.be. Nous attendons vos articles avec joie. Donc, puisque je l'ai mentionné, le politique, les lois, les sondages. Vous avez vu le sondage qui est paru dans la Libre Belgique et qui mentionne que 74%, 74% des Belges sont pour l'euthanasie. Attendez, il faut voir la question. Des enfants avec une souffrance inapaisable qui sont dans le coma. On a tout mélangé. Et ce chiffre maintenant est imprégné dans la mémoire de chaque citoyen, dans la mémoire de cette petite vieille qui est en maison de repos et qui se dit « Je suis seule, je ne sers à rien, je vais demander l'euthanasie puisque la majorité des gens sont pour l'euthanasie. » Et on relie ça avec l'économique, la pression sociale diffuse, la peste euthanasique est là, et des infirmières ici présentes pourront vous dire « C'est réel, c'est réel. » La petite vieille seule qu'on ne vient jamais voir par l'éclatement des familles en arrive à devoir demander l'euthanasie. Question, est-ce que nous serons là pour l'accompagner dans nos familles, mais dans les homes de personnes âgées, dans les CPAS, mettre sur pied des choses pour qu'elles ne se sentent pas seules et qu'on leur redonne une mission, qu'elles se sentent utiles, même si elles sont dans leur lit. Ça, c'est un autre. Donc voilà, l'économique, le politique, les scientifiques, la presse. J'ai parlé de ce sondage, mais comment lisons-nous la presse? C'est une chose. Et deuxièmement, comment réagissons-nous à ces articles? En tant que citoyens, nous pouvons infléchir la façon de penser et d'écrire de certains groupes de presse en Belgique. Vous le savez très bien qu'une lettre de lecteur, il le multiplie par 100 pour se dire « Oui, il y a peut-être 100 de mes lecteurs qui ne sont pas d'accord avec moi. » L'impact de réaction des citoyens vis-à-vis de la presse. Alors là aussi, il y a un signe d'espérance en Belgique. Il y a une initiative qui s'appelle le Media Training, qui forme des catholiques jeunes et moins jeunes à la présence dans les médias. Jacques Valero, qui est le fondateur de Catholic Voices, eh bien, une initiative en Belgique a eu lieu déjà 4 fois. Et d'ailleurs, Pilar y a participé, je crois, voilà, à ce Media Training, où on vous forme en tant que chrétien à une présence dans les médias.
4 jours. Le prochain, c'est du 10 au 14 septembre. Vous pouvez noter si vous voulez. Mais donc, être présent dans les médias, c'est essentiel. Bien réagir en tant que chrétien, en tant que scientifique, en tant que mère de famille, engagé dans les médias. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en tant que chrétien, on a parfois beaucoup de difficultés pour prendre la parole en public. Parce que nous ne sommes plus entendus en tant que chrétiens. Alors, il faut être malin, quelque part. Tous les arguments que Xavier a utilisés, il n'a jamais cité « Dieu a dit que, donc on ne peut pas ». Nous devons apprendre et nous devons nous former et nous devons apprendre à communiquer comme hommes de raison. En philo, on apprend à argumenter. Alors je crois que les Français sont beaucoup plus forts, à mon avis, que les Belges à ce niveau-là. Ils discutent beaucoup, ils savent, dans le débat, ils y vont. Ils ont une structure mentale où ils argumentent logiquement, parce que je crois que vous avez des cours de philo en France, ou je ne sais pas quoi. Voilà. On n'a pas ça en Belgique. Donc on se sent un peu démunis, peut-être, en Belgique, pour argumenter calmement, mais faire avancer en raison la vision que nous avons de l'homme. Tout ce qui est l'anthropologie chrétienne, c'est vraiment ça que nous devons sentir, communiquer. Alors, à ce niveau-là, je dirais quoi? Je dirais qu'en matière de bioéthique, il y a 2 composantes qui reviennent toujours. Et il ne faut pas être catholique pour les faire passer à nos proches, nos familles, nos enfants et dans la presse. Il y a 2 composantes qui reviennent toujours. On l'a mentionné. Il y a un corps. Premier, on parle du corps. Et deuxièmement, un corps qui souffre. Dans chaque question de bioéthique, vous avez toujours une personne qui souffre en son corps. Pensons à cette jeune fille qui ne veut pas assumer la grossesse qui vient. Elle souffre en son corps, il faut le reconnaître. Donc, son corps souffre et elle recourra à un geste médical pour faire sauter cette souffrance dans l'immédiat. Donc, elle-même est confrontée à une souffrance qu'il faut rejoindre. Il faut pouvoir avoir des cœurs aimants, accueillants, écoutants par rapport à cette souffrance et cette personne qui souffre. Mais donc, ce geste médical qui sera posé pour faire partir cette souffrance provoquera sûrement, je le vois, des effets collatéraux et des effets qui viendront peut-être pas tout de suite, mais plusieurs années après. Quand je rencontre dans une école un jeune qui a été conçu par un don de sperme anonyme, ses parents souffraient. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. La souffrance de la stérilité était crucifiante. Ils ont fait appel à un don de sperme et résultat, ce jeune de 18 ans se retrouve sur les genoux en accompagnement spirituel et psychologique parce qu'il ne sait pas qui est son père. Les parents étaient très sincères. Ils le faisaient confiance à la médecine. Ils souffraient, mais quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas engendré une autre souffrance qu'ils ne réalisaient pas chez leur fils? L'euthanasie. Est-ce que vous pouvez croire un seul instant que l'euthanasie ne concerne que la personne qui demande l'euthanasie? On nous dit que c'est au nom de la liberté de la personne, que c'est l'autonomie, que ça ne concerne qu'elle. Nous savons bien que c'est comme un caillou qui tombe dans une mare. C'est un point d'impact unique, mais qui a des conséquences sur les enfants, la famille, les collègues, le monde médical. Si on parle d'euthanasie, il y a un médecin qui est engagé. La liberté du médecin est convoquée. Tout le monde soignant, on en parle autour de nous. Donc, il faut dénoncer cela. L'euthanasie a un impact sociétal. Un impact sociétal. C'est une lèpre, et je dis, l'euthanasie est contagieuse. L'euthanasie est contagieuse, elle nous tue tous.
Alors, il faut apprendre à argumenter par rapport à justement ce tissu de solidarité, aux structures à mettre en place. Lorsque je me trouve face à une dame qui est très engagée dans la DMD et qui me dit « mais ça me concerne et vous n'avez rien à faire », j'ose lui répondre « mais madame, si moi j'ai envie de vous aimer ou si j'ai envie de m'occuper de vous, même si vous êtes sur votre lit d'hôpital et que j'aurais besoin que vous vous occupiez de moi aussi, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Elle ne sait pas quoi répondre. Donc, la solidarité est essentielle pour éradiquer cette peste de l'euthanasie, notamment. Voilà. Je crois aussi qu'il y a une notion que nous ne devons jamais oublier en matière d'éthique de la vie, de bioéthique. Une personne qui souffre en son corps, qui fait appel à un geste médical, il faut bien distinguer la personne qui souffre et l'acte médical. Sur l'acte, nous pouvons avoir une idée bien concrète. Il faut savoir ce que c'est qu'un avortement. Il faut savoir comment ça se passe. Et il faut se former. Il faut savoir comment se pratique une euthanasie. Il ne faut pas se cacher. Il faut savoir. Sinon, on n'est pas crédible. Mais nous ne pouvons jamais juger la personne. Jamais nous ne pouvons nous permettre de juger une famille qui aurait fait appel à la procréation médicalement assistée ou même une jeune fille qui se serait fait avorter. Jamais nous ne pouvons prononcer du jugement. Et ça, c'est très difficile, parce que la société mélange tout. Et on nous dit, mais tu ne peux pas juger la personne. Vous voyez, on est dans une mentalité où il faut apprendre à distinguer l'acte de la personne. Pas facile, pas facile. La place des plus fragiles, à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut remettre en place. C'est vraiment ces congrès, ces colloques, ces livres, c'est donner de la place à la fragilité et d'abord commencer par notre propre fragilité. Commencer par reconnaître notre propre souffrance, fragilité. Et alors là, Nicolas Butet avait les bonnes paroles. L'adoration peut quelque part nous remettre droit, je dirais, dans cet élan d'acceptation de notre fragilité comme une chance d'aimer et d'être aimé. La fragilité bien reconnue, bien vécue, nous fait nous bouger pour les autres aussi. Nous sommes donc quelque part les pères et les fils de nos actes. Nous sommes les pères et les fils de nos actes. Ce que nous posons comme acte, ce que nous disons, là où nous nous engageons, il y a de toute façon des conséquences. Donc dans ces matières de bioéthique, les effets collatéraux dont je parlais, que ce soit l'avortement, la souffrance post-avortement, la procréation médicalement assistée, il y a des effets collatéraux qui retombent sur l'ensemble de la société. Et c'est ça qu'on appelle la culture de mort. Et c'est là où nous avons en effet, en tant que chrétiens, une anthropologie à redécouvrir. Alors, je ne veux pas faire un sondage ici, je ne veux pas vous faire lever la main, mais je voudrais vous demander humanité. Humanité. Est-ce que nous connaissons la bonté de cette encyclique? C'est de là que tout a commencé. On a parlé de la contraception. Est-ce que nous comprenons pourquoi dissocier l'acte sexuel, donc la sexualité? Est-ce que nous comprenons en tant que chrétiens ce que c'est que la sexualité? Pourquoi pas la contraception? Est-ce que nous avons lu cette encyclique? Est-ce que nous avons osé approcher Evangelum Vitae pour tout ce qui est l'euthanasie, l'avortement? Ce sont des documents qu'en tant que chrétiens responsables, nous devons fréquenter. Donc, un appel, je crois, à la formation. Voilà, je crois que je voudrais terminer par 5 lettres. P, F, V, A, A. P pour prier. Je reprends le mot d'ordre de Nicolas Butet. Nous nous sentons parfois écrasés par le bulldozer de ce que nous voyons. La seule façon de résister, je crois, c'est de prier, de se remettre face au Saint-Sacrement. Je voudrais, à l'Institut européen de bioéthique, quand je vois ce que je fais passer comme nouvelles, ou quand j'entends les coups de téléphone de gens qui m'appellent et qui sont cassés,
il n'y a qu'une chose à faire pour tenir le coup, et je crois que Pilar et d'autres ici engagés, Benoît, il n'y a que la prière qui peut nous faire tenir. Il n'y a que la prière. Donc le P pour prier. Deuxièmement, se former. F, formation. Bon, j'ai parlé des encyclicaliers, j'ai parlé des gestes médicaux. Il existe des cours de bioéthique de plus en plus. Et ça, c'est aussi un signe d'espérance. Ici, à l'Institut d'études théologiques, il y a des cours de formation. Donc, se former en bioéthique avec un regard chrétien, une anthropologie chrétienne, c'est essentiel. F, un V pour veiller. Une fois qu'on a prié, une fois qu'on est formé, alors on peut veiller. Être des sentinelles, on l'a dit hier, être des sentinelles en bioéthique. Pour aussi accompagner celle ou celui qui souffre. Pour réagir auprès de la presse, pour aller chatouiller nos hommes politiques et les inciter à faire certaines choses et ne pas voter la loi euthanasie en Belgique. Donc, veiller. A pour aimer. A pour aimer. C'est en lien avec la prière. Pour accompagner la souffrance. Et un autre A, finalement, pour agir. Agir. Si nous avons un appel à nous engager, que ce soit au niveau politique, un groupe d'infirmiers qui vient se regrouper, donc Pilar, là si vous êtes infirmier, vous pouvez aller l'interpeller. Il y a un groupe d'infirmiers qui sont confrontés à des gestes euthanasiques qui se rassemblent. Voilà. Agir dans la presse, dans la formation, dans les jeunes, dans les écoles, peut-être aussi en parole avec nos enfants. Voilà. Donc, prier, se former, veiller, aimer, agir.